Donc on va continuer deuxième partie des halachot sur Bishul Akoum. Donc on a vu dans la première vidéo, le premier shiur sur Bishul Akoum, donc des mets préparés, cuisinés par un don juif. On a déjà vu quelques halachot. Et encore une fois, on va continuer, encore une fois, un point important, c'est que l'interdiction de préparer, de consommer des aliments cuisinés par un non-juif, la raison c'est essentiellement Mishum Chatnout, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont vu en cela il va se créer une amitié, une proximité avec le non-juif, ce qui peut conduire au mariage mixte. Mais comment tu traduis Bishul et Akoum? Alors Bishul, littéralement, c'est-à-dire cuisson, et Akoum, ce sont les Rachetevot, c'est des mots de Oved Kochavim. Donc Bishul, Oved Kochavim. Oved Kochavim, littéralement, c'est l'idolâtre, mais dans le Talmud, lorsqu'on parle du non-juif, on l'appelle le Akoum. C'est devenu un terme, un générique lorsqu'on parle du non-juif. Donc essentiellement la raison c'est Chatnout. Donc les Chachamim ils ont vu qu'en consommant des aliments préparés par un non-juif, il va se créer une certaine amitié, une certaine familiarité avec le non-juif, ce qui peut conduire à laisser, malheureusement, Dieu préserve nos enfants se marier avec des goïms. Donc pour les Chachamim ils ont fait une barrière. On a vu une deuxième raison, c'est on craint que le non-juif rajoute des aliments pas cachers dans ce qu'il va cuisiner. Alors ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que la xéra le décret des Chachamim, ça veut dire combien même on se serait assuré que tous les ingrédients préparés, cuisinés par le non-juif seraient des ingrédients cachers. Donc c'est moi, je lui amène les ingrédients, j'amène la viande, j'amène les légumes, j'amène le vin, je lui amène tout. Mais juste lui, il cuisine, il est juste le cuisinier. C'est-à-dire, il va cuisiner aussi bien avec mes ingrédients qu'avec mes ustensiles. Parce que si de toutes les façons il y a un problème d'ustensiles ou un problème d'ingrédients, alors on ne va pas parler de Bishul Akoum, on va dire qu'il y a un problème de cache-route. Bien sûr, on rajoute que tu as les ustensiles, tu as les ingrédients, et c'est toi qui lui dictes chaque geste qu'il doit faire. Voilà. Même si je suis derrière, même si le Israël, ce qu'on appelle Omed al-Gabab, c'est-à-dire que le Israël est présent et il Par exemple, il est aveugle. C'est toi qui lui dictes les... Malgré tout, c'est l'action de la cuisson qui va créer, comme on a dit, ce rapprochement. Alors, pour permettre, on a vu essentiellement deux chitotes. On a vu que d'après le Shulchan Aruch, il fallait participer à la cuisson, donc mettre le plat sur le feu ou touiller avant que ça soit cuit, ou mettre les aliments dans la casserole. Il faut participer aux préparations culinaires. Alors que d'après le Rama, pour les Ashkenazim, ça suffit d'allumer le feu. Ça veut dire que si le Israël a allumé le feu, il a allumé le gaz, il a allumé le four, pour les Ashkenazim, ça suffit. Après, le goy, il peut mettre enfourné ou mettre sur le feu. Pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch, ça ne suffit pas. Il faut participer à la cuisson. Donc c'est ce qu'on a vu essentiellement avec plein de dinim et de halachot, et ce soir on va continuer. Un plat qui est composé de différents aliments. Par exemple, une halakha qu'on a vue la semaine dernière, le premier shiur, c'est que n'est concerné par l'interdiction de Bishul Akoum seulement ceux... On peut mettre sur pause 2 minutes. Je m'excuse, ça... Donc on a vu que le Bishul Akoum, donc l'interdiction de consommer un aliment cuisiné par un non-juif, ne s'applique seulement sur un aliment qui ne se consomme pas cru. Mais un aliment qui se consomme cru, même s'il est cuisiné par le non-juif, on pourra le consommer. Donc par exemple, des carottes, ça se mange cru. Si le non-juif il cuisine des carottes, il les fait cuire, il me fait une salade de carottes au cumin, je peux la manger sans problème, puisque les carottes étaient mangeables avant la cuisson. De même, la deuxième condition,
donc l'interdiction de Bishul Akoum ne concerne qu'un aliment chez Olé al-Shulchan Melachim, littéralement, qui monte sur la table des rois. On appelle ça aujourd'hui les tables ministérielles. Donc, c'est des aliments qui ont certaines classes ou, voilà, qui sont présentables. Mais des aliments que les princes, les rois ne mangent pas, en tout cas sur leur table officielle, alors c'est pas concerné par l'interdiction de Bishul Akoum. Donc, la question qui est soulevée dans les Rishonim, dans les Poskim, c'est de savoir si maintenant on a un plat composé de deux aliments, voire trois, en tout cas 2 et au-delà. Et dans cette composition, par exemple, on a un ragoût avec de la viande ou du poisson et des légumes, et voilà que le plat qui est préparé, il est mélangé. C'est-à-dire que dans ces deux aliments, il y en a un qui est concerné par l'interdiction de Bishul Akoum et l'autre ne l'est pas. Par exemple, ce sont des aliments qui se mangent crus. Alors, ils disent les Rishonim, Tosfot dans Masechet Betsa et d'autres Rishonim, et c'est comme ça que fixe le Shulchan Aruch dans l'Orédé à Siman Kouf Yud Gimel Seif Bet, qu'on va d'après l'essentiel du plat. Si l'essentiel n'est pas concerné par Bishul Akoum, alors même s'il y a d'autres ingrédients qui sont présents, c'est pas grave, et de même le contraire, si l'essentiel c'est un aliment qui est concerné par Bishul Akoum, alors on ne pourra pas le faire cuisiner par un non-juif. Alors une chaîne intéressante, tout est intéressant, oui, c'est comme ça. Voilà. Si on a un plat kasher, sans problème, dans lequel a été mélangé béchogeg, donc par inadvertance ou par ignorance de la halakha, il a été mélangé un plat qui est concerné par Bishul Akoum. Donc par exemple, moi j'ai cuisiné, je sais pas moi, mes légumes, ça sans problème, et le goy à côté, il a cuisiné la viande, et j'étais à côté, c'est de la viande cachère, donc encore une fois, on ne parle pas des problèmes de cache-route, mais ce qu'il a cuisiné n'a pas été préparé par un Israël. Et maintenant, tout s'est mélangé. Alors, il y a une discussion dans la halakha de savoir si on va faire appel à la règle de bitul beshishim ou pas. C'est-à-dire, nous savons qu'en général, je dis bien en général parce qu'il y a quelques exceptions, en général, lorsqu'un aliment pas kasher se mélange avec un aliment kasher, par exemple, j'ai fait un rôti avec des légumes, et voilà que je vois que dans mon frigidaire, il y a un yaourt qui est tombé dans la casserole. Il y a un goutte à goutte de la bouteille de lait, ou bien pire encore si un ouvrier non juif, pour X raison, il a mis dans mon plat un aliment pas kasher. Alors, la halakha, je dis bien en simple et de façon générale, ce n'est pas le sujet qu'on traite ce soir, la halakha dit qu'il faut bitul beshishim, c'est-à-dire qu'il faut 60 fois le volume de l'aliment kasher pour annuler l'aliment non kasher. Donc, on va essayer de donner un exemple simple. J'ai cuisiné un plat, un ragoût avec de la viande. J'ai mis ma casserole dans le frigidaire et je reviens un peu plus tard et je vois qu'il y a un yaourt qui est tombé dans ma casserole. Donc on sait qu'on n'a pas le droit de consommer du lait et de la viande mélangés. Donc normalement, qu'est-ce que je fais de ce plat? Je le jette. Mais la halakha dit non. Elle dit d'abord tu vas calculer. Est-ce que dans le plat de viande que tu as, il y a 60 fois le volume du lait? Donc par exemple, si j'ai un yaourt de 10 centilitres qui tombe dans la casserole, ben si dans la casserole il y a 60 fois plus, c'est-à-dire s'il y a 600 grammes ou 600 centilitres de viande et de légumes, donc ça va annuler le lait, je peux tout consommer. À la condition, précision importante, à la condition que je ne reconnaisse pas le issour. C'est-à-dire que si l'aliment interdit, il est tombé dans la casserole, mais je le reconnais, alors même s'il y a 1 tonne de permis, le morceau de cochon ou le morceau d'aliment pas kasher, je l'enlève. Donc lorsqu'on parle de bitul beshishim, c'est-à-dire que l'aliment non kasher, je ne le reconnais plus, il n'est plus reconnaissable. Donc ça c'est la règle simple de bitul beshishim. Alors est-ce que cette règle,
elle s'applique aussi dans Bishul Akoum. C'est-à-dire, j'ai un plat, kasher, cuisiné par un juif, il répond à toutes les règles de kashrut, et voilà que va se mélanger par inadvertance un plat cuisiné par un non-juif. Alors il y a une discussion. Est-ce qu'il faut 60 fois le volume? C'est ce qui serait l'opinion du Char, notamment, du Pri Hadash et d'autres poskim. Ils disent qu'il faut 60 fois le volume. Cependant, on a une chita, c'est-à-dire une autre opinion, qui est essentiellement l'opinion du Ramban et de beaucoup d'autres Rishonim, et ce qui serait apparemment la conclusion du Kaf HaChaim, c'est qu'ici on n'a pas besoin de shishim, on n'a pas besoin de 60 fois le volume, mais il faut tout au moins le rov. C'est-à-dire si dans mon plat kasher, il est majoritaire par rapport au plat cuisiné par le goy, donc ça suffit, on peut tout permettre, on n'a pas besoin de 60 fois le volume. Pourquoi? C'est une bonne question. Alors ils expliquent les Rishonim, Nipene chez ou Issour des Rabbanan Kal, Shelo Ikar Be'atora. Parce que l'interdiction de Bishul Akoum, comme nous avons vu, c'est une Gzera des Chachamim, c'est un décret établi par les Chachamim, qui n'a pas de source thoraïque. On va voir une toute petite parenthèse. Il y a dans les niveaux d'interdiction, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce que la Torah nous a interdit. Par exemple, le cochon, c'est interdit par la Torah. Le mélange de lait et la viande, c'est interdit par la Torah. Il y a des issourim des Rabbanan, des interdits des Rabbanan, c'est-à-dire institués, imposés par les Chachamim, qui ont un ikar minatora, c'est-à-dire qui ont un rapport avec quelque chose qui est interdit dans la Torah. Par exemple, d'après la Torah, on n'a pas le droit de manger de la viande animale avec du lait. Mais de la volaille avec du lait, d'après la Torah, c'est permis. Mais les Chachamim, ils ont interdit la volaille et le lait. Par exemple, si sur le poulet, je veux mettre du beurre, d'après la Torah, c'est permis, d'après les Chachamim, c'est interdit. Et c'est comme ça, la halakha, c'est interdit. Mais donc, ça s'appelle un issour des Rabbanan, sheshlo ikar minatora. Ça veut dire, cette interdiction de consommer de la volaille avec du lait s'apparente à un issour Torah de ne pas manger de la viande animale avec du lait. Maintenant, nous avons des interdits des Rabbanan qui n'ont pas de rapport avec un interdit de la Torah, comme Bishul Akoum. C'est une barrière qu'ils ont mis les Chachamim pour pas qu'on en vienne à enfreindre d'autres lois. Mais en soi, ça ne s'apparente pas à un issour Torah, ce qu'on appelle une institution des Chachamim. Il y a d'autres niveaux, mais essentiellement pour ce soir, on a besoin de ces trois niveaux. Donc ici, étant des noms... Mais tu la classes à quel tous ces niveaux? Si tu devais mettre un choix. Voilà, le issour Torah, c'est le plus grave. Voilà. Après, un issour des Rabbanan, c'est-à-dire un interdit rabbinique, qui est chez Eshlo Ikar Minatora, c'est-à-dire qui s'apparente, on va dire c'est une extension de la loi de la Torah, c'est moins grave, c'est inférieur. Et le dernier niveau, c'est celui-ci, c'est-à-dire un interdit rabbinique qui n'est pas une extension de la loi de la Torah, qui est une barrière que les Chachamim qu'on comprend bien, pour les raisons ici on a vu de mariage mixte ou autre, c'est pas l'extension de la Torah, c'est une barrière. Les Assous, c'est Yag la Torah. Donc, étant donné, donc c'est un issour kal, c'est-à-dire c'est un interdit moins grave et moins sévère, sur lequel il y a plus de souplesse à l'Afrique, notamment qu'on n'a pas besoin ici de 60 fois le volume, ça suffirait la majorité. Donc on a une discussion. L'opinion du Shulchan Aruch n'est pas claire, et les Acharonim se discutent de savoir quelle est. Il y a une discussion entre le Birkei Yosef et le Shoresh Yaakov et d'autres. Qu'est-ce qu'ils pensent le Shulchan Aruch? En tout cas, il semblerait que l'opinion retenue de la majorité des décisionnaires, c'est qu'on n'a pas besoin de 60 fois le volume, ça suffit le rov. Dès que ma quantité d'aliments cachés est supérieure, même de 1%, à l'aliment préparé par le non-juif, c'est bon, je peux tout manger. Ça, c'est un point important. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Oh. Alors, une autre règle importante. Bon, vouloir peut-être pas trop... Non, on va la dire, parce que c'est une notion importante. On a une règle dans la halakha
qui s'appelle El Mevatelim Issour Lechatechila. On n'a pas le droit d'annuler El Mevatelim Issour, un interdit, Lechatechila a priori. C'est-à-dire, je vais reprendre l'exemple du lait et de la viande. J'ai sur le feu, à la maison, une casserole qui contient un rôti. Je fais un bourguignon, par exemple, donc c'est de la viande. Voilà, là on n'est plus dans le goy, hein. Une halakha, une règle générale. Ça, on apprend aussi des notions générales dans la cacheroute. Donc, et je rentre dans la cuisine et je vois que dans mon bourguignon, il y a du lait qui est tombé. Il y a une bouteille qui est tombée, il y a un petit goutte à goutte, ou bien, sans faire exprès, il y a quelqu'un qui a mis, il croyait que c'était du lait de soja ou je sais pas quoi, il a dit, ah, il fallait surtout pas mettre ça. Ou des fois, c'est des gens qui sont loin de la Torah qui ne savent pas. Tu vois le tonton, ou je sais pas, le cousin ou la cousine qui ignore la Torah, elle dit, mais je vais lui mettre un petit peu de lait à mon petit-fils, je vais lui mettre un peu de lait dans la viande, c'est meilleur, le jus est meilleur. Tu lui dis, mamie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu me mets le lait dans la casserole? Mais c'est péché. Tu dis, ah, mon fils, je ne savais pas, excuse-moi. Bon, alors très bon, maintenant elle a fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit, il faut 60 fois le volume. C'est-à-dire, si elle me dit, mais ne t'inquiète pas, j'ai mis 1 centilitre. Bon, moi j'ai 3 rôtis de viande, je sais qu'il y a 60 fois le volume pour le lait. Très bien. Mais si maintenant je calcule, et je vois que dans ma viande, il n'y a pas 60 fois le volume du lait. Elle a mis une quantité importante de lait. Par exemple, elle a mis 20 centilitres de lait. Elle a mis un demi-litre. Moi, j'ai un rôti et un demi-litre, et il n'y a pas 60 fois le volume. Alors, il y a une question qui est soulevée, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de rajouter de la viande? Donc, je vais mettre un deuxième, un troisième rôti, je vais rajouter de la viande, autant de viande qu'il faudra, pour arriver à la proportion de 60 fois le volume, pour annuler le lait. Alors là, la dit, El Mevatelim Issour Lechatechila. On n'a pas le droit d'annuler. On n'a pas le droit d'annuler, c'est-à-dire on n'a pas le droit, donc dans notre exemple, d'augmenter la quantité de viande pour arriver à une proportion de 60 fois le volume. Ça, c'est une règle, encore une fois, très générale avec tout. Oui. À l'envers, tu calcules et tu vois que tu as 80 fois plus. Tu peux rajouter du lait? Hein, Massour. Parce que là aussi, c'est-à-dire même, je dis voilà, j'ai mon rôti, par exemple j'ai 1 kilo de viande, et je vais mettre 1 centilitre de lait ou de beurre, comme ça la viande elle colle pas, ou chacun ses raisons. Donc je sais que c'est-à-dire je vais a priori mettre du lait dans la viande en gardant la proportion de 60 fois le volume. C'est assourd. On n'a pas le droit de faire ça. Même si je vais mettre une quantité inférieure. En Mevatelim Issour Lechatechila. Alors, le Shulchan Aruch, dans Siman Tzadik Tet, et le Rama dans Siman Kuf Yud Bet, nous disent la même chose dans Bishul Akum. Ça veut dire que si j'ai un plat cuisiné par un non-juif qui s'est mélangé dans un autre plat, dans lequel, donc on a conclu que ça suffit le rov, donc il faut la majorité. Mais maintenant je vois que dans ma viande, dans ma partie cachère, il n'y a pas la majorité par rapport à ce que le goy il a cuisiné. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois tout jeter et je n'ai pas le droit d'augmenter la quantité cachère pour annuler ce que le goy a cuisiné. Be'issour. She'assour levatel bishul egoim lechatechila. Par contre, si le Shulchan Aruch nous dit, dans Siman Tzadik Tet, le Shulchan Aruch nous dit, que si l'aliment cuisiné par le non-juif est tombé, tout seul, il est tombé, voilà, il y avait 2 casseroles à côté, et un qui est passé, bon, je parle à la casserole, bon, c'est tombé, voilà, on s'en fout comment, mais c'est tombé. Alors là, on aura le droit d'augmenter le éther pour l'annuler. Donc on voit, il y a, encore une fois ici, j'en ai parlé déjà la dernière fois, le Rav, j'ai oublié son nom d'ailleurs, Yosef, dans Binyamin Bar Shalom, il est le Rav de Batiam, il a écrit ce livre qui est génial en Shmuel Melachim, il a écrit 2 gros livres, il y a beaucoup de sheilot, on essaie de dire les choses, au moins de manière générale, pour sensibiliser. Bref,
Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un aliment, pardon, d'un mets cuisiné par un non-juif. Qu'en est-il du pain du non-juif? Ce qu'on appelle pâte, donc le pain, en hébreu pâte, akoum du non-juif. Alors, à l'origine, les chachamim ont interdit de consommer le pain du non-juif, le pain du goy. Et alors là aussi, encore une fois, attention. C'est-à-dire que je me suis assuré que les ingrédients et la fabrication est cachère. Mais je mets un boulanger non-juif dans ma boulangerie. Eh bien, donc même si tout est cachère, il n'y a pas d'ingrédients pas cachères qui rentrent, etc., c'est juste, voilà, le goy, il se lève tous les matins à 4 h du matin, il fait le pain. Moi, j'arrive le matin, j'ai du pain chaud. Les chachamim ont interdit de consommer le pain du non-juif au même titre qu'un plat préparé par un non-juif. Cependant, là, dans le pain, il va y avoir une souplesse que les chachamim eux-mêmes ont dictée par rapport au plat. Pourquoi? Parce que le pain, c'est un aliment vital. C'est un aliment de base. Donc on ne peut pas imposer un niveau, je dirais, de takana, c'est-à-dire d'institution rabbinique, aussi sévère que sur de la viande, du poisson, même si tous les aliments sont importants, tous ils ont leurs vitamines, etc. Mais sur le pain, il y a une souplesse. Alors quelle est cette souplesse? La première souplesse, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Yudbet, c'est que dans un endroit où il n'y a pas de pain juif, par exemple, je vais dans une ville, ça arrive par exemple lorsqu'on va en vacances. Tu vas en vacances, tu vas dans un village, à droite à gauche, il n'y a pas de boulanger cachère. J'ai le droit d'acheter du pain du boulanger non juif. Encore une fois, si les ingrédients, si tant est si bien que les ingrédients soient cachers. Donc l'interdiction d'acheter du pain d'un goy, c'est seulement si j'ai la préférence entre le pain d'un juif et le pain d'un goy. Cette permission, cette souplesse du pain du non-juif, c'est seulement le pain du boulanger. Mais le pain du particulier goy, c'est-à-dire ton voisin il a dit voilà, regardez monsieur, j'ai fait un pain, je voudrais vous le faire goûter. Ça c'est assourd, quel que soit l'endroit, même si je suis dans un endroit où je ne peux pas avoir de pain de juif. Donc on a distingué entre le pain et les autres aliments. Sur le pain, il y a une souplesse, que si c'est du pain de boulanger non juif, j'ai pas le droit de le consommer si je peux avoir le pain d'un Israël, mais là où je ne peux pas avoir le pain du juif, je pourrais manger le pain du non-juif, encore une fois en m'assurant que tous les ingrédients utilisés, la farine, etc., soient cachers. Mais attention, ça c'est le pain du boulanger, c'est-à-dire qu'il fabrique 200-300 baguettes par jour. Mais le pain du particulier non-juif, on n'a jamais le droit de le consommer, même si on est dans un endroit où il n'y a pas de pain juif. On va s'arrêter parce que j'ai un téléphone important à faire. Je m'excuse pour ce soir. On continuera, il y a encore beaucoup à dire. Combien on a fait ce soir?